Eh bien, bonjour. Nous, on est l'équipe perception et design sonore à IRCAM. Donc, l'équipe comprend 3 chercheurs et un compositeur associé qui est Andrea Acera. Donc là, aujourd'hui, Andrea Acera n'a pas pu venir, il donne un cours à Milan. Donc, la présentation sera assurée par Nicolas Misdaris et par moi-même, Patrick Susini. Donc là, on va vous parler de nos travaux qu'on a réalisés dans le domaine du design sonore dans l'automobile. Et la présentation s'appelle « De la qualité à l'information » parce qu'on va traiter de projets qu'on a réalisés en termes de qualité sonore jusqu'à l'information transmise par des sons non-verbaux. Alors, pour commencer, on va partir d'une définition qu'on a tenté de donner. Quand on dit qu'on écoute un son, il y a une intention, c'est l'intention d'entendre un message. Et pour le design sonore, on s'est proposé de donner une définition un peu inverse. C'est de penser le son de manière à faire entendre une intention. Donc créer un son pour faire entendre quelque chose, une intention qui peut avoir différentes formes, une forme liée à une qualité, à une forme esthétique qui sera en cohérence avec un objet, et une information liée à la fonction d'un objet qui va permettre de réaliser une interaction utile entre un système et un individu qui va utiliser ce système. Donc 2 niveaux d'information, enfin d'intention, au niveau de la forme et au niveau de la fonction. Les deux, évidemment, peuvent cohabiter. Dans notre travail au quotidien, dans nos projets applicatifs, on travaille dans une articulation entre ce qu'on appelle savoir et savoir-faire. Le savoir-faire, c'est ce qu'on met au niveau du compositeur, c'est toutes les règles compositrices, les intuitions qu'il peut avoir, et le savoir, ce sont les connaissances que nous, on peut apporter en termes technologiques, méthodologiques, de connaissances scientifiques, au niveau de la perception, au niveau de l'acoustique, au niveau du traitement signal, toutes ces informations que le compositeur peut utiliser, qui va acquérir en termes de contraintes aussi pour sa composition. Et on articule en fait ce travail dans un processus global en 3 phases qui comprend une phase d'analyse, une phase de création et une phase de validation. Alors, en fait, l'idée, c'est que quand on crée un son, on ne va pas partir de rien. On va faire une analyse, un inventaire de ce qui existe dans le quotidien pour établir un ensemble de connaissances. Donc ça, c'est l'inventaire qu'on va faire. Si, par exemple, on doit travailler sur un son de véhicule ou un son d'aspirateur, on va faire un inventaire de tous les sons d'aspirateur qui existent pour comprendre comment ces sons-là sont perçus. On fait une analyse au niveau acoustique, au niveau perceptif, qui va nous permettre d'avoir une description et qu'on va traduire en termes de spécification, de cahier des charges pour le compositeur. Ensuite, le compositeur va utiliser des outils méthodologiques de création et va utiliser cette spécification comme des contraintes pour la création. On n'est pas dans une création artistique, on est dans une création de design sonore, donc on prend en compte un ensemble de contraintes pour la création. Une fois que l'objet est créé, l'objet sonore, que ce soit un son d'interface de machine, que ce soit un son pour un espace, que ce soit un son pour un objet, il y a nécessairement une phase de validation, parce qu'on est dans un processus toujours de design, et il faut évaluer si le son créé véhicule bien l'information souhaitée en termes de fonctionnalité, en termes d'identité, en termes de qualité. Donc il y a cette phase de validation. Donc l'idée, c'est de tester si les structures perceptives qu'on avait établies au départ correspondent aux structures perceptives qu'on retrouve à l'arrivée. Donc là, aujourd'hui, on va vous parler de différents projets qu'on a réalisés dans le domaine de l'automobile. Ces projets peuvent se catégoriser en différents axes qui sont liés à la qualité sonore, à la signalétique sonore, jusqu'à ce qu'on peut assimiler au design sonore interactif, qui est un nouveau champ qui s'ouvre aujourd'hui dans le domaine de la recherche. Donc on ne va pas traiter de tous les projets, on va traiter de plusieurs projets, un projet lié à la qualité sonore, un projet lié à la signalétique sonore dans le domaine automobile, et 2 projets liés au domaine du design sonore interactif. Donc évidemment, certaines choses dont on va parler ont déjà été évoquées dans les exposés précédents, puisque ces travaux ont en général été réalisés en collaboration avec des constructeurs automobiles, mais pas uniquement, puisqu'il y a aussi des projets ANR de recherche qui ont été réalisés pour ces projets-là. Le premier projet dont on va traiter, c'est la qualité sonore des habitacles de voitures. Donc ça, c'était un projet
qui a initié un peu ce travail de collaboration avec les industriels sur la question de la qualité sonore et du design sonore, et qui a permis en fait d'amorcer ce travail. Ça a été réalisé dans le cadre d'un projet GIE avec donc cette fois PSA et Renault. Donc l'idée, la problématique, c'est d'améliorer la qualité d'un produit. Donc là, c'est ce que j'appelle l'analyse, la partie vraiment basse de la boucle, c'est-à-dire qu'on fait un inventaire. L'objet existe déjà, il faut l'améliorer, il faut lui donner une meilleure qualité. Donc c'est cette question-là, d'améliorer. Donc il faut établir un cahier des charges. Et comment établir un cahier des charges? C'est-à-dire qu'on a un ensemble de sons qui existent déjà, qui sont complexes, qui comprennent plein d'ingrédients. Quels sont les ingrédients principaux sur lesquels il va falloir travailler? Donc un designer pour avoir une intuition, mais là ce qu'on propose c'est une démarche un peu plus cadrée qui va permettre, à partir de tests perceptifs, de tests d'écoute, qui sont issus du domaine de la psychoacoustique, d'extraire des dimensions, des ingrédients pertinents sur lesquels le designer pourra éventuellement travailler ultérieurement. Une fois qu'on a extrait ces ingrédients pertinents, il faut savoir maintenant, à partir de ces ingrédients, quels sont les ingrédients qui sont appréciés ou non. Donc la démarche que je vais vous présenter, qui est un petit peu complexe, consiste justement à savoir quels sont ces ingrédients. Donc si on part de rien, on a un certain nombre de sons, ici. On n'a pas d'a priori sur ces sons-là, on ne connaît pas les dimensions qui sont les plus pertinentes d'un point de vue perceptif, mais on veut justement les révéler. Donc en fait, on fait des tests d'écoute dans lesquels les auditeurs vont classer les sons les uns par rapport aux autres ou vont les comparer par paire sur une échelle qu'on appelle une échelle de dissemblance. Avec un curseur, ils vont écouter des sons par paire, le son A et le son B, et ils vont dire si le son A et B sont similaires ou différents. C'est ce qu'on appelle une distance perceptive. Donc il n'y a pas de connaissance a priori, on ne demande pas d'avoir des prérequis en acoustique ou en musique, on demande simplement d'avoir un jugement global. Est-ce que deux objets sont similaires ou différents? Une fois qu'on a ces distances, on les classe dans un tableau où A, par exemple, le son A est à la distance 2 du son B, le son A est à la distance 5 du son D, c'est-à-dire que le son A et D sont bien plus éloignés que le son A et B. Et après, on utilise des modèles statistiques, des modèles mathématiques qui permettent de représenter ces distances perceptives dans des distances, dans un espace euclidien, à un certain nombre de dimensions. Et c'est le nombre de dimensions qui va déterminer le nombre d'ingrédients qui sont nécessaires pour travailler sur les sons. Donc par exemple, si je prends un exemple basique qui ne sont pas des sons, mais des yaourts. On prend des yaourts de la même marque, on prend 20 yaourts, un très sucré, un moins sucré, et puis un pas du tout sucré, et on les mélange, on les goûte par paire. Le très sucré et le pas du tout sucré vont être éloignés perceptivement, et au milieu, on aura des yaourts qui seront assez similaires. Donc l'espace qui représentera le mieux ces distances perceptives, ce sera un espace à une dimension. Et si on est expert en chimie, on va déceler que c'est le degré de sucre qui explique le mieux cette dimension. Eh bien ici, c'est pareil. Si on a un certain nombre de critères qui permettent de classer les sons dans un espace, on va faire appel à des experts, donc en l'occurrence les acousticiens, nous ici, pour essayer d'écouter qu'est-ce qui évolue dans chacune des dimensions et d'essayer de les caractériser par des descripteurs acoustiques. Donc ça, c'est la démarche. On a effectué ces travaux-là dans le domaine musical, et puis on a appliqué ça avec les gens de Renault et PSA dans le domaine automobile sur des habitacles de voitures. Donc plusieurs sons d'habitacles automobiles ont été enregistrés et ont été écoutés par une cinquantaine d'auditeurs. Et l'espace qu'on a obtenu, ici les cubes représentent les sons. Donc deux cubes qui sont proches, ça veut dire que ce sont deux sons qui sont similaires. Deux cubes qui sont éloignés, ça veut dire que ce sont deux sons qui sont distants perceptivement selon 3 dimensions. Donc l'idée après, c'est d'écouter chacune des dimensions pour essayer de déceler qu'est-ce qui change dans le signal. Donc là, je vous fais écouter 3 sons qui évoluent selon la première dimension qui est ici, et vous essayez de déterminer, vous à l'oreille, qu'est-ce qui évolue.
là, ça a été évoqué tout à l'heure par Gaël Gulader, il y a différentes composantes dans une voiture. Il y a l'aspect roulement, l'aspect aérodynamique, l'aspect moteur. Et donc là, ce qu'on sent bien, c'est qu'on passe, selon la première dimension, à un son plutôt moteur vers un son plutôt aérodynamique, et le son du milieu étant un intermédiaire entre les deux. Je vais écouter les extrêmes. Maintenant, la deuxième dimension, pareil, on écoute deux sons qui sont différents selon cette dimension. Donc là, c'est sur l'aspect bruité aérodynamique du son, on sent qu'en fait, il y a une ouverture du spectre. Donc on passe d'un son un peu sourd à un son moins sourd, ou un son plus brillant, selon le langage. Donc là, on a une écoute analytique de l'espace et qui nous permet de dire, selon cette dimension, ça évolue comme ça, selon cette dimension, ça évolue comme ça. C'est-à-dire que les auditeurs, de manière implicite, ont donné des jugements de distance et qu'on arrive à analyser. Et ce sont les ingrédients qui se révèlent les plus pertinents pour travailler sur ces sons-là. Et après, on essaie de les décrire par des paramètres acoustiques qu'on va calculer sur les sons directement, de manière à caractériser chacun des sons, chacune des positions des sons dans l'espace par un paramètre. Donc ça, c'est la caractérisation, c'est-à-dire qu'on est capable de dire, voilà, si on doit définir ma chemise et comparer le pull de Nicolas, on est tous capables de définir les différences qu'il y a entre son pull et ma chemise. Après, il y a les préférences chez les auditeurs. Donc là, c'est moins clair, c'est-à-dire qu'il y a des classes d'auditeurs. Et par exemple, ici, on a le paramètre qui est lié à l'émergence du moteur par rapport à la partie aérodynamique, qui décrivait la première dimension. Et on voit qu'on a deux classes d'auditeurs. On a testé 100 auditeurs, et une classe d'auditeurs préfère les sons avec une partie aérodynamique plutôt prégnante, contre des sons moteurs. Et on a le contraire pour la deuxième classe. Donc là, on a mis en évidence une démarche qui a été utilisée pour d'autres applications industrielles, qui permet de révéler quelles sont les dimensions pertinentes, et à partir de là, dans l'espace perceptif, quelles sont les zones appréciées, des zones non appréciées. Et comme on a un contrôle sur les paramètres, on peut imaginer modifier les sons pour les ramener aux zones appréciées. Donc voilà pour cette démarche-là. Là, on passe maintenant à la problématique de la signalétique sonore. Comment communiquer des informations à un individu sur l'état d'un système, autrement que d'utiliser des sons verbaux. Donc, on utilise des sons non verbaux. Et ça, c'est quelque chose qu'on a développé dans la problématique de l'automobile. Alors, en conditions de conduite, pourquoi? Parce que, en fait, le champ visuel est ce qui est majoritairement accaparé dans un habitacle de voiture. Et on arrive facilement à une saturation du canal visuel. Et nos ressources limitées cognitives font que ce canal visuel encombré va rapidement faire augmenter notre seuil d'inattention. Donc, du coup, on a un risque plus important d'accident. D'autre part, le temps de réaction nécessaire à un stimulus, pour éviter un accident, est de l'ordre de 700 à 1500 millisecondes, sachant que le gap entre deux véhicules pour éviter un accident est de 2 secondes. On voit très bien l'intérêt de communiquer rapidement une information à un conducteur. Donc, on peut utiliser des informations visuelles ou des informations auditives ou tactiles. Or, le temps de réaction à des informations visuelles est beaucoup plus lent pour l'individu que pour les informations tactiles et auditives. Donc, plusieurs avantages dans l'utilisation d'un signal sonore. D'abord, ça ne nécessite pas d'avoir son attention sur le tableau de bord, sur un point précis du tableau de bord. Les temps de réaction sont inférieurs par rapport à une stimulation visuelle, et ça soulage le canal visuel qui est déjà largement encombré. Mais par contre, donc, ça nécessite de concevoir des sons qui ont un sens sur l'urgence de l'intervention dans une situation. Donc là, on a mené des travaux de recherche dans le cadre d'une thèse, la thèse de Clara Suède, de manière à caractériser l'urgence en fonction de paramètres du signal sonore. On s'est mis dans des situations à double tâche.
La tâche primaire étant un suivi d'une cible avec un marqueur. Donc ça correspondrait par exemple à une tâche d'attention visuelle, comme le suivi d'une route. Et la deuxième tâche, qu'on appelle la tâche secondaire, est de répondre, tout en faisant la première tâche, à un signal qui vient informer sur une alerte, par exemple, et qui nécessite d'appuyer le plus vite possible sur un bouton. Ce sont des tâches dans le domaine de la psychologie expérimentale qui s'appellent les tâches de temps de réaction et qui permettent de mesurer donc la réaction à un stimulus, qu'il soit visuel ou auditif. Ici, c'est auditif. On a voulu traiter donc différents paramètres. Le tempo, quelle est l'influence du tempo sur le temps de réaction, la hauteur, et puis des paramètres de timbre. Ici, je présenterai uniquement des résultats liés au tempo. Donc, les stimulus qu'on présente, les sons qu'on présente sont des sons assez simples pendant la tâche secondaire. Ce sont des sons avec des cadences différentes. Ici, avec un intervalle entre chaque son de 300 millisecondes, ce qui donne ce type d'alarme. Un peu fort. Et celle-ci, donc, répétée à une cadence plus importante. Donc, les résultats qu'on obtient montrent qu'en fait, le temps de réaction diminue lorsque la cadence diminue. C'est-à-dire que plus le son est rapide, en termes de cadence, plus le temps de réaction va diminuer. Jusqu'à arriver à un seuil, en fait, au-delà de 50 à 33 millisecondes, au-dessous de 33 millisecondes, on a des temps de réaction qui restent, on va dire, significativement non différents. Donc, de cette manière-là, c'est une approche qui permet de déterminer quels sont les paramètres les plus pertinents en termes de temps de réaction, donc qui est une réponse objective par rapport à une réponse où on demanderait à des gens de juger de l'urgence, qui est un jugement subjectif et qui n'est pas peut-être complètement fonctionnel. Donc ces travaux-là, en fait, ça a créé un ensemble de connaissances. C'est les connaissances dont je parlais tout à l'heure. On fait un inventaire de ce qui existe et on a des connaissances, alors d'un point de vue théorique et puis d'un point de vue applicatif pour la création. Et dans le cadre d'un projet avec Renault, dans lequel il fallait créer des sons de cinétique à l'intérieur de l'habitacle de voiture avec un synthétiseur qui était très rudimentaire, qui ne permettait pas d'avoir des qualités de son de celles qu'on a entendues par Citroën ou PSA, parce qu'ils ont changé de nom. Donc, on a eu ces contraintes en plus, donc des contraintes de création et des contraintes du système de synthèse et aussi des contraintes liées au haut-parleur qui limitent le champ des possibles. Et le compositeur a pris en compte toutes ces contraintes-là et a utilisé cet environnement-là comme un nouvel objet de composition et de création. Et il a créé des sons avec différents niveaux d'urgence et la phase finale a été d'évaluer si les sons qui ont été créés correspondaient bien au niveau d'urgence. Donc ici, vous avez les barres qui sont de différentes couleurs qui correspondent à l'urgence que devaient communiquer les sons, avec ici donc une urgence forte jusqu'à une urgence très faible qui est liée à un feedback. Et vous voyez qu'il y a, dans la phase de validation, une assez bonne correspondance entre l'urgence qu'a voulu communiquer le compositeur avec l'urgence ressentie par les auditeurs. Je vais vous faire écouter quelques exemples. Alors, je rappelle que ça a été créé dans un cadre avec énormément de contraintes, notamment pour des contraintes liées à l'objet de synthèse. Jusqu'au son de feedback classique. Voilà. Donc là, maintenant, on va passer... Donc là, ce sont des sons qui demandent une réaction à un système, une urgence ou simplement un retour d'information pour dire que l'opération a bien été effectuée. Maintenant, on va passer à des sons un peu plus complexes, qui sont des sons qui communiquent en termes de hiérarchie des informations à différents niveaux. Et je vais laisser donc Nicolas vous présenter cette partie-là.
Bien, bonjour. Donc, effectivement, je vais vous présenter deux projets appliqués dans le domaine du design sonore interactif, donc qui s'inscrit dans la lignée qualité, signalétique et design sonore. Alors, le premier concerne donc la sonification du menu hiérarchique. Alors, sonification, Vincent a tenté une définition tout à l'heure. J'y ajouterais qu'en fait, au même titre qu'on peut visualiser une information ou un ensemble de données à travers des graphiques ou tout un tas de choses visuelles. On peut aussi avoir une démarche de sonifier, donc de rendre sonore les aspects pertinents de cette information. Donc c'est ce qu'on essaye de faire ici. Et dans un cadre de centre, ce qu'on appelle centre multimédia d'un habitacle automobile, où effectivement on a à gérer donc un menu hiérarchique avec des catégories, des sous-catégories et donc une arborescence qui structure cette information. Alors l'enjeu dans ce projet, c'est, comme l'indique le transparent, un processus de navigation à l'oreille, en aveugle. Comme le disait Patrick, dans une situation de conduite, l'attention visuelle est complètement focalisée par la conduite, forcément. Et donc, on doit pouvoir naviguer sur ce centre multimédia grâce à nos oreilles. L'enjeu également en termes de transmission d'informations, il est double. Il est d'une part de signifier le contenu des catégories en question. Donc ici, on va avoir des contenus de type images, vidéo, radio, communication, information sur le véhicule, des choses, disons, sémantiques, des contenus sémantiques. Et également, puisqu'on est dans un processus d'arborescence, de signifier également la position de l'utilisateur dans cette arborescence. Voilà, donc... alors je passe rapidement, en fait on a développé un modèle qu'on appelle hybride. Pourquoi hybride? Parce qu'en fait on a emprunté à deux grands principes de sonification que peut-être certains d'entre vous connaissent très bien, qu'on appelle d'une part Auditory Icons et qui établit une relation directe entre le son et l'objet. C'est typiquement le son du papier froissé quand on jette un document à la poubelle sur le bureau de notre ordinateur, par exemple. Donc ça, c'est typiquement l'auditory icons. Donc ça, c'est un premier grand principe. Et un deuxième grand principe est ce qu'on appelle l'earcone, par analogie avec icon, l'équivalent anglais pour le visuel, et qui, lui, l'earcone, établit une relation beaucoup plus abstraite entre le son et l'objet qu'il traite. Alors pour les auditory icons, on travaille avec des sons, enfin en tout cas là en l'occurrence on a travaillé avec des sons réels, donc des sons de l'environnement, et pour les earcones on a travaillé avec des sons de synthèse, et chacun de ces deux grands axes nous permettent de répondre autant que faire se peut aux fonctions qu'on a identifiées sur cette action, sur le centre multimédia, qui est d'une part la différenciation des menus, donc comme je disais tout à l'heure, signifier le contenu sémantique de chacune des catégories, que je vais expliquer un petit peu tout à l'heure, donc d'une part, et d'autre part, les positions à la fois verticales, c'est-à-dire en profondeur, et horizontales sur la hiérarchie de la structure. Alors la structure, elle se présente comme cela. En fait, c'est un prototype de maquette qu'on a utilisé pour des phases d'évaluation qui s'inscrivent complètement dans la méthodologie dont Patrick parlait tout à l'heure. Et donc on voit ici ces fameux contenus sémantiques de catégories qui sont, comme je disais tout à l'heure, communication, navigation, information sur le véhicule, contenus musicaux avec toutes les playlists qu'on peut imaginer, qu'on a tous dans nos lecteurs MP3, contenu images, contenu vidéo, etc. Avec donc des arborescences, des profondeurs d'arborescence pour certaines de ces familles. Quand on parle de communication, on peut avoir affaire au téléphone, à l'Internet, à des services télématiques, et puis à des répertoires, des historiques d'appels, etc. Tout ce qu'on a un petit peu sur nos téléphones actuellement, en fait, qui sont ici formalisés dans cette maquette. Alors, je vais juste vous faire écouter quelques exemples de cette approche hybride. Donc je vais naviguer dans le premier niveau. Voilà, donc avec des rappels finalement au contenu justement sémantique de chaque grande famille. Et puis, lorsqu'on est dans le menu communication, par exemple, on peut descendre
où là, on atteint on exploite des principes justement d'Ircone qui permettent de modifier les paramètres, disons, de composition un petit peu des signaux pour répondre aux fonctions justement de positionnement à la fois horizontal et vertical dans le menu. Voilà, donc pour ce qui est de ce projet. Et le deuxième projet qui touche donc à une thématique qui a été largement abordée par Gaël et Vincent tout à l'heure, qui est celle du véhicule électrique. Alors là, on est encore plus dans l'approche design sonore interactif, puisque le véhicule en lui-même est un objet dynamique avec lequel l'utilisateur va interagir. Donc on est vraiment dans ce cadre-là. Et en interagissant avec lui, il va aussi modifier son comportement vis-à-vis de l'objet, c'est-à-dire il va adapter sa conduite, etc. Donc on est vraiment dans un processus interactif. Alors, cette thématique a été donc assez bien décrite et formalisée par, encore une fois, Gaël et Vincent. Pour essayer de donner un autre éclairage au problème, je reprendrai peut-être une phrase d'Henri Torg qui disait que à chaque moteur son problème. Alors là, en fait, on pourrait dire finalement il n'y a plus de problème parce que bon, certes s'il y a un moteur, en tout cas il est très discret, voire complètement silencieux. Pourtant, il subsiste un problème vis-à-vis des véhicules électriques et plus qu'un problème, c'est en fait un paradoxe. On doit faire face à un paradoxe qui est que le véhicule électrique est hautement positif d'un point de vue écologique, environnemental, puisque discret, silencieux, muet, donc il ne va plus contribuer à l'augmentation de la pollution sonore de nos environnements. Donc ça, c'est tout à fait positif. En revanche, ce qui est négatif, ou en tout cas ce qui pourrait être vu comme un désavantage, c'est la perception qu'en ont les usagers et aussi les personnes qui évoluent autour de cet objet, donc les passants, les cyclistes, les piétons ou ceux qui sont dans une zone piétonne comme celle de Stuttgart par exemple. Et donc là, on a vraiment un paradoxe qui est, on a un objet silencieux très positif pour l'environnement, mais par contre relativement dangereux pour les personnes qui l'utilisent et qui évoluent autour. Donc c'est l'enjeu et le challenge un petit peu que nous ont posé les gens de chez Renault pour traiter de ce problème de véhicules électriques. Alors je vais montrer une partie des réalisations qu'on a faites jusqu'à présent. Bon, il faut savoir que c'est un projet en cours et qui est aussi sous des contraintes de confidentialité, donc je vais pouvoir montrer ce que j'ai le droit de montrer. Et en l'occurrence ici, ce qu'on appelle une réponse à court terme du problème, puisqu'on a traité en fait le problème sous l'angle du prototype et du concept. Au même titre que les designers ont dessiné un concept car, en l'occurrence la Désir, que vous avez certainement tous vu dans la presse, voire au Salon de l'Auto d'ailleurs. Donc au même titre que les designers ont dessiné ce concept car, nous, de notre côté, on a essayé de dessiner, de designer un concept son attaché à ce véhicule électrique. Du coup, on a déployé une méthodologie aussi assez proche de celle que figurait Patrick avec la boucle en 3 étapes et qui part notamment d'une analyse. Alors, dans ce cadre-là, l'analyse de l'existant, elle est un petit peu restreinte puisque, en gros, il n'y a pas vraiment d'existant. Le véhicule électrique, c'est un véhicule du futur. Si on regarde derrière nous, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes d'analyse de l'existant. Donc on est plutôt allé voir du côté de ce qu'on a appelé l'imaginaire, c'est-à-dire ce que les gens ont extrapolé et imaginé de ce que pouvait être le son d'un véhicule électrique, notamment dans les productions cinématographiques, de science-fiction, d'anticipation. Et ça a donné un petit peu des éléments de réflexion et de création pour ces sons. Et ensuite, il a fallu intégrer ça évidemment et créer des sons en relation avec les inspirations design, donc design de style, de forme, et transposer finalement les concepts de fluidité, de texture qu'on voit ici sur l'image, hein, c'est de coloris très chaudes, etc., les transposer en termes de composantes sonores. Donc ça a été tout un travail également d'interaction avec les gens du design chez Renault, les acousticiens, etc. Alors je peux vous faire écouter une
une séquence sonore de ce concept son, qui en fait reprend une séquence de démarrage, accélération, vitesse constante et décélération. Toujours en ayant à l'esprit que c'est vraiment un concept son, c'est-à-dire que, au même titre que cette voiture rouge Désir ne verra certainement jamais le jour dans les rues de Paris ou de Stuttgart, ce son-là sera forcément adapté aux véhicules de série de la gamme Renault véhicules électriques. Et c'est justement le cadre de notre travail actuel, dans le cadre de ce projet, qui est de répondre à l'exigence finalement de l'industrialisation et de la mise en série de ce signal, de ce son, sur toute la gamme du véhicule électrique que Renault va commercialiser entre 2011 et 2000, je ne sais pas combien. Alors, à ce stade-là, en fait, comme je disais tout à l'heure, on est dans un processus assez confidentiel. Donc, voilà, malheureusement, je ne peux pas en parler plus que ça. Je peux juste vous faire écouter et voir un film on pourrait dire, promotion ou prévisualisation ou préfiguration finalement de ces 4 éléments de la gamme véhicule électrique avec, disons, ce qui pourrait être une esquisse ou une idée des sons qu'on leur a associés jusqu'à présent, mais c'est sujet à évolution évidemment. Donc c'est une petite mise en scène avec le bourdon, etc. Donc voilà, on capte un petit peu de ce que peut être la nature de ces sons, mais voilà, malheureusement, à l'heure actuelle, je ne peux pas en dire plus. Je vous remercie de votre attention. Oui, je voulais savoir, dans le travail que vous faites, si vous prenez en compte que les voitures vont se déplacer dans un environnement acoustique, hein, des immeubles avec des façades, des vitrines, etc. Est-ce que vous prenez en compte cet aspect-là à l'état actuel de vos travaux? Oui, bien sûr, c'est quelque chose, c'est un élément fondamental du travail, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas in vacuo, on met aussi évidemment l'objet en contexte, le véhicule en contexte. Et je parlais d'analyse tout à l'heure, c'est aussi une part d'analyse de caractériser finalement autant que possible les ambiances urbaines dans lesquelles ces voitures sont susceptibles d'évoluer, et de voir aussi, du coup, à l'issue de ces analyses, on peut aussi voir un petit peu à quel endroit on peut se placer justement dans le spectre de l'ambiance urbaine pour satisfaire à des critères d'écologie sonore et disons, d'aspects minimaux en termes de pollution sonore. Donc la caractérisation fine de ces ambiances urbaines permet effectivement de se placer à des endroits pertinents du spectre de l'ambiance. Oui, excusez-moi, je voudrais savoir, parce que depuis le début de l'après-midi, on parle beaucoup de sons synthétiques. De sons, effectivement, à partir de rien. Mais effectivement, comme le véhicule roule, il y a des bruits de cavitation, des bruits aérodynamiques. Est-ce qu'il est question, dans un futur proche, de les utiliser et lors de leur donner sens? Alors, à ma connaissance, en tout cas sur cette forme du projet, c'est pas du tout le cas. On travaille vraiment dans une approche électroacoustique. Après, ça peut être une piste, ça l'a été par le passé
avec notamment PSA, ça pourra l'être à nouveau. Après, ça porte des contraintes différentes en termes d'industrialisation, mais là, je suis pas le mieux placé pour en parler. Donc, en tout cas, acoustiquement parlant, je dirais que c'est envisageable, mais c'est industriellement parlant, je ne pourrais pas vraiment répondre à la question. Par exemple, effectivement, la tulipe est un exemple de projet avec un design sonore plus organique dans le sens où les sons provenaient effectivement de parties mécaniques de la voiture. Bon, mais c'est une option possible. Et en tout cas, là, pour l'instant, c'est pas l'option qui a été prise. J'ai une question pour vous, mais aussi pour les représentants des constructeurs qui sont là. Là, en 20 ans, on a vu passer des voitures passer de, en gros, 1 tonne à 1,5 tonne de poids, ce qui fait que leur consommation n'a pas diminué malgré le progrès des moteurs. Est-ce qu'avec cette maîtrise du bruit, est-ce qu'on va pouvoir envisager de se passer de tous ces kilos, voire ces dizaines de kilos d'insonorisants qui sont difficiles à recycler, qui font consommer de l'énergie inutilement? Je passe la parole à Vincent ou à Gaël, parce que... Donc la question c'était est-ce qu'on va pouvoir alléger les véhicules parce qu'on a une meilleure maîtrise de l'acoustique. J'ai pas de proportion exacte en chiffres à donner, mais l'acoustique n'est pas forcément le principal contributeur au poids des véhicules. Il faut aussi penser à la sécurité, de manière à avoir des caisses suffisamment maîtrisées pour gérer la sécurité. Donc je suis pas certain que ça soit un vecteur de gain de masse extrêmement fort. Ouais, dans la cinquantaine de kilos de matériaux insonorisants, ce qui est quand même pas négligeable. C'est pas négligeable, mais sur un véhicule d'1,5 tonne, c'est pas la majeure partie non plus. S'agissant particulièrement des signaux d'alarme, est-ce qu'on ne sera pas conduit à une certaine standardisation des signaux, un petit peu à la manière des pictogrammes, qui, me semble-t-il, se ressemblent de plus en plus, avec l'avantage quand même que quand on cherche l'ascenseur, on ne se retrouve pas dans les toilettes. Oui, ce serait favorable de tendre vers quelque chose d'uniforme. Après, en termes d'information, après, en termes d'esthétique, on peut encore laisser une certaine liberté aux constructeurs de se distinguer les uns des autres ou de distinguer les types de véhicules. Mais après, en termes d'information, oui, ce serait nécessaire d'avoir quelque chose de normalisé en termes de temps de réaction. Mais je pense qu'ils souhaitent tous à minimiser le nombre d'accidents. Donc, mais il n'y a pas de normes, à ma connaissance, là-dessus, parce que, par exemple, pour tout ce qui est signalétique sonore urbaine, pour les passages piétons, que ce soit entre Paris et Marseille, il n'y a pas les mêmes signaux, et entre les deux pays non plus. Donc là, il y a quelque chose de compliqué, oui, à mettre en œuvre.